bonsoir. Donc ce soir, Algeria Watch a décidé de s'intéresser à un dossier qu'on pourrait dire historique, mais qui en vérité a une actualité très brûlante. C'est celui des réformes économiques et des réformes tout court, qui avaient été conduites par le gouvernement de Mouloud Amrouche entre 89 et 91. Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Parce que d'une part, il y a une sorte de parallélisme curieux entre ces deux périodes-là, les périodes pré-89 et la période que vit l'Algérie aujourd'hui, où on a l'impression, d'une part, au plan du pouvoir, que le régime a beaucoup de difficultés à trouver des perspectives d'avenir. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur des futurs dirigeants. Et d'autre part, la conjoncture économique est un peu parallèle aussi, dans la mesure où, dans les années 80, on avait assisté à un effondrement des prix du pétrole et du gaz, et là maintenant, même chose rebelote à partir de 2015, et ce qui affecte très directement l'économie algérienne d'aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a une troisième raison de s'intéresser à cette période-là, c'est que les difficultés que connaît l'Algérie aujourd'hui, que ce soit au plan économique, au plan social, au plan politique, trouvent finalement leurs racines dans ce qui s'est passé précisément pendant ces 2 années-là, ou plutôt un peu avant, pendant ces 2 années-là, et l'issue de ces 2 années-là, qui a été le coup d'État de janvier 92 et la sale guerre qui l'a suivi. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Algérie aujourd'hui si on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc avec nous pour en parler, Razi Eddoussi, qui était ministre de l'économie de Mouloud Amrouche, donc pendant toute la durée du gouvernement, n'est-ce pas, de septembre 89 jusqu'à juin 91, n'est-ce pas? Voilà, et Omar Bendera, qui était PDG à l'époque du Crédit populaire d'Algérie, et surtout qui a été chargé de la renégociation de la dette de l'Algérie, ou de la dette au plan international de l'Algérie. Alors, donc peut-être avant de rentrer dans le détail des réformes que vous avez conduites à l'époque, le gouvernement d'Amrouche, et notamment au plan économique que tu as conduit, Razi, je voudrais rappeler une chose, c'est que tu avais déjà parlé de ça dans un livre que j'ai publié, moi, en 1995, qui s'appelle Algérie, la Libération inachevée. Libération inachevée, merci, pardon, dans lequel était retracé le contexte historique qui avait conduit à ce gouvernement et ce qui s'était fait pendant la réforme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était en 95, en pleine sale guerre, et tout ne pouvait pas encore être dit. Aujourd'hui, évidemment, tout peut être dit, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Donc la première question, c'est, avant donc de rentrer dans le vif du sujet des réformes, c'est qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, il y a eu cette ouverture totalement inattendue quand même, puisque l'Algérie était quand même un régime autoritaire dès l'indépendance, et qu'il faut attendre 89 pour avoir une constitution un peu pluraliste, et puis le gouvernement qu'elle a permis de mener aux affaires à partir de septembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et notamment quel rôle a joué les émeutes, on peut dire, d'octobre 88 et leur sanglante répression dans ces événements et dans l'évolution postérieure? C'est bien de poser cette question parce que lorsqu'on lit ce qui se passe sur les réformes, souvent les gens parlent de réformes économiques. Bien sûr, c'est très important, on y reviendra. Mais en fait, c'est une réforme politique. Ce qui a appelé ce gouvernement, c'est octobre 89. 88. Voilà, 88. Il y avait une équipe qui a travaillé techniquement sur comment refaire l'État, mais qui n'a pas travaillé, elle n'avait même pas le droit de travailler sur le politique. Or, les événements d'octobre ont fait que le président s'est trouvé affolé et l'armée a commencé à réagir et a commencé à demander son départ. Et en fait, l'équipe des réformes a géré le président pendant 2 jours pour qu'il renverse la situation politiquement. En fait, ce qu'on a fait à l'époque, ça a été de dire, écoute, tu es coincé maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller au multipartisme. Oui, c'est de casser les équipes qui sont en place. En fait, les équipes politiques qui sont en place, il faut les casser immédiatement. Mais cette ouverture a été possible à cause aussi du caractère très singulier de cet événement, à la fois la violence des manifestations populaires dans les rues des grandes villes algériennes et les massacres. Or, c'était au départ, en fait, c'était une manipulation d'une partie du pouvoir qui ne s'est pas déroulée comme il l'avait prévu. Et donc, ils ont été pris au dépourvu, en quelque sorte. Au départ, c'était une petite affaire. Les gens du FLN, c'était même pas l'armée, les gens du FLN avaient peur de perdre la place parce que les réformes allaient dans cette direction, allaient dans la mise en cause du système hiérarchique de l'État, parce que le fond de la question, c'est plus de système hiérarchique d'État. Bon, le parti a échoué, c'est terminé. C'était ça la grande idée, à laquelle le président venait doucement, mais pas
Et les événements d'octobre, et ce qu'ont fait les jeunes, et le traitement qui a été fait au parti politique, a fait qu'il a compris que c'était nécessaire de changer de système politique, en fait, de quitter le parti bureaucratique stalinien qui existait. D'où la nouvelle constitution, c'est le multipartisme voilà. avec certaines limites quand même, mais dès janvier 89... Ce qu'il a tiré comme conclusion, c'est de dire, en fin de compte, cette équipe, politiquement, m'a sauvé la vie, je ne vois pas pourquoi je ne la mettrai pas aux affaires. En fait, voilà. Et en fait, on a mis une année à arriver aux affaires, mais en réalité, on est arrivé aux affaires immédiatement. D'accord. Parce qu'il a nommé un gouvernement à qui il a donné la tâche de gestion, et il nous a laissé à la présidence en train de gérer le projet de constitution, le projet sur la presse libre et le projet de réflexion de la justice, qui était important, c'était énorme. Et donc c'est en septembre que... C'est immédiatement qu'on a commencé à gérer ces trois dossiers. D'accord, mais ce n'est qu'en septembre 89 que Mouloud Amrouche va être nommé en Premier septembre ministre. 89, retour à la situation d'octobre 88. La population n'était pas contente, les partis arrivés voulaient tous une place et n'étaient pas contents, et tout le monde menaçait de nouvel octobre. Et là, il nous a appelés carrément en disant, bon... Oui, parce que dans la même période, le Front islamique du salut, qui agissait de façon plus ou moins... Agissait publiquement, mais de façon non officielle, mais il va être officialisé juste avant l'arrivée du gouvernement Amrouche, et ça va devenir un acteur politique de la scène. En réalité, il agissait officiellement. C'est ça. Mais il n'était pas reconnu. Il n'était pas reconnu, mais le président était décidé à ce que la police n'intervienne pas. Voilà. Donc en fait, il agissait dans la rue, normalement. Il n'était pas reconnu, il n'existait pas en tant que parti. Il y avait un groupe d'islamistes qui existait. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant que le FIS, en fait. Ça, c'est leur affaire. Ils ont choisi leur système. Et voilà comment les choses graduellement se sont passées. Et à ce moment-là, on est arrivé dans la situation où le fils a été reconnu, donc on ne pouvait plus négocier des conditions de son arrivée, c'était important. Il a été reconnu, bon, c'est fini, on ne pouvait plus qu'aller en justice. Et deuxièmement, donc, où on était reconnu politiquement. Et on est arrivé à ce moment-là, donc c'est là où on a décidé de continuer ce qu'on faisait sur le politique, c'est-à-dire sur la Constitution, de continuer ce qu'on faisait sur la presse, qui marchait très bien à l'époque, et d'engager les réformes économiques. Et les réformes économiques, c'est deux choses à l'époque, la dette et la corruption. Alors, d'accord, on va y venir. Mais pour résumer cette première étape, en quelque sorte, qui n'est pas dissociable de la séquence Amrouche, on peut dire, la séquence politique Amrouche Premier ministre, pour la résumer, on peut dire que du fait qu'il y avait à l'époque une équipe que vous constituiez, vous, avec des économistes, avec des gens compétents, qui avaient une longue expérience professionnelle, on peut dire, et politique aussi, vous formez un groupe relativement soudé et vous avez su exploiter finalement une ouverture inattendue qui se faisait jour à l'intérieur du système, qui a débouché donc sur une officialisation, certes sous contrainte quand même, puisque la police politique, il faut le rappeler, était quand même toujours présente. La sécurité militaire était là, surveillée. Bon, alors maintenant peut-être on peut venir finalement, tu as évoqué les diverses champs de réforme que vous avez abordés. On peut peut-être les évoquer rapidement, en commençant peut-être... Dans quel ordre vous avez opéré parce que moi, il y a deux réformes qui m'ont paru particulièrement importantes, enfin historiquement, et parce qu'elles jouent encore leur rôle aujourd'hui. C'est la libéralisation de la presse, d'une part, et la création, l'ouverture plus tard, une loi sur les syndicats, qui permettait l'existence de syndicats autonomes et qui brisait le monopole de l'UGTA. Donc on peut évoquer ces réformes-là, on va en évoquer d'autres après, mais peut-être tu préfères redire dans l'ordre où... Bon, pour résumer un peu, les libertés, c'était la première réforme. D'accord. En fait, elle se posait sur le plan de la presse et sur le plan de la justice. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus arrêter quelqu'un. Voilà, on ne pouvait plus le mettre plus de 24 heures en prison ou au commissariat. Donc ça, c'est l'important, c'est l'assurance donnée à tous les Algériens qu'ils ne pouvaient plus être arrêtés. Et ça intervient quand ? Immédiatement. Immédiatement à l'arrivée, puisqu'on était arrivé, c'est une anecdote, mais on était arrivé pour arrêter un nouveau octobre 88. D'accord. Et la première décision prise par le gouvernement, 1 heure après son arrivée, c'est de dire, s'il y a des manifestations, la police sera absente. D'accord. Donc tout de suite, évidemment, voilà un peu comme on a commencé sur les libertés.
Et on a commencé également, immédiatement, bien sûr, sur la corruption. Le problème était simple en Algérie. Tout ce qui était pourri était au pouvoir. Tout ce qui était Tout ce qui était pourri, tout ce qui était pourri, corrompu était au pouvoir. Donc on ne pouvait pas bouger, ni sur le plan financier, ni sur le plan économique en général, sans ça. Donc il y avait deux grands projets qu'il fallait mener immédiatement et qu'il fallait annoncer aux gens, parce qu'il ne faut pas oublier que on a pris la décision, on n'avait aucune carte à jouer, notre décision c'est le lien avec le peuple. C'est de dire aux gens, vous voyez, on travaille pour vous, calmez-vous, laissez-nous faire, voilà, on travaille. Donc la corruption c'était la première chose sur laquelle il fallait travailler. Et on a commencé là-dessus, l'Observatoire du commerce extérieur, qui a été créé uniquement pour dire comme premier objectif, aucun monopole ne doit plus exister en Algérie. Or, c'est un pays de monopole, l'Algérie. Monopole pour l'importation. À l'époque, il y avait des monopoles d'entreprises. Oui, d'entreprises publiques. Publiques, et d'autre donc d'importation. Et donc d'importation, parce que la corruption, elle est quand même, pour en dire un mot, à l'époque, pendant toutes les années 80, elle va se déployer de façon stupéfiante par rapport à la période antérieure. Et c'est beaucoup par le commerce extérieur, c'est-à-dire que dans les importations, il y a des commissions qui sont associées, des commissions qui servent à payer les importateurs corrompus, n'est-ce pas, ou ceux qui les protègent. C'est un peu plus complexe. Il y a les importations. D'abord, il y a les marchés publics, deuxièmement. Tous les marchés publics sont des marchés qu'on peut donner à qui on veut. Donc il y a des privilégiés. Un marché de route. Oui, un marché de construction, d'infrastructures, des usines, des centrales électriques. Voilà. C'est des marchés qui ramenaient énormément d'argent, etc., qui duraient longtemps. Et il y a troisièmement, le pourrissement vient de ce que dans la période Chadli avant, il y a eu une décentralisation. C'est-à-dire les préfets sont devenus des maîtres d'œuvre de la corruption. D'accord. Donc il fallait aussi gérer les préfets. Oui. Mais donc vous menez... C'est ça que je trouve important de rappeler, c'est-à-dire que sur les deux pieds, comme tu dis, c'est-à-dire ouvrir un espace de liberté qui n'existait pas auparavant et commencer un travail qui va durer longtemps, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la lutte contre la corruption. Vous menez ces deux choses-là de pair parce que c'est effectivement les deux problèmes, on peut dire, structurels de l'État, mais aussi de la société algérienne. Alors j'aimerais qu'on revienne quand même un instant sur le premier point, c'est-à-dire celui des libertés. Parce que cette loi sur la presse, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, les gens l'ont un petit peu oublié aujourd'hui. Oui. On parle de soi-disant la presse indépendante algérienne, la plus libre du monde arabe, etc. On sait à quoi s'en tenir, c'est loin d'être la vérité malheureusement. Néanmoins, au moment où vous êtes aux commandes, aux manettes, là, tout d'un coup, il va y avoir une explosion incroyable. Mais alors, tu peux préciser un peu? Pour que les gens comprennent, immédiatement, le ministère de l'Information avait disparu. Il n'y en avait plus. Le gouvernement ne s'occupait plus de l'information. Donc les journalistes pouvaient s'organiser ou pas s'organiser, la culture. Il n'y avait plus de ministère de la Culture, il n'y avait plus de ministère de l'Information. On a voulu qu'il n'y ait plus de mystère, comme on l'appelait, de la religion, je ne sais pas comment ça s'appelait. Des affaires religieuses. Mais on n'a pas eu le droit. Il n'y a plus de ministère des Moudjahidines non plus. Et plus de ministère des Moudjahidines, c'est-à-dire les privilégiés. Et en fait, tout ça a choqué énormément les gens qui profitaient. En fait, c'est... L'action, c'est une action contre tous les privilèges. C'est ça. Voilà. Et ça, bien sûr, tous les privilégiés ne comprenaient pas. Il y a eu une alliance de tous les... Immédiatement contre nous, il y a eu l'alliance de tous les privilégiés. Mais il y a eu aussi une mobilisation. Et en même temps, les gens ont... Il y a des jeunes qui étaient ravis de... C'était l'ébullition. Il y avait une énorme ébullition qui va atteindre le fils à l'intérieur. Et il y a aussi une mesure extrêmement importante qui va avoir un impact profond sur les gens, et sur les cadres en particulier, c'est la fin de l'existence des attachés de sécurité préventive au niveau des administrations et des entreprises publiques. Ça, c'est le nom des agents de la police politique, voilà. Alors, la sécurité militaire. Voilà, les représentants de la sécurité militaire dans les administrations et dans les entreprises publiques, c'était les fameux ASP qui, du jour au lendemain, disparaissent. Et les ASP jouaient un rôle de coercition mentale et psychologique extrêmement important sur les cadres, puisqu'ils étaient la main ou le bras armé de cette administration parallèle. C'est-à-dire, il faut comprendre l'importance du sujet. L'armée devait décider de tout, y compris de la nomination des cadres. Sinon,
Si elle ne nommait pas les cadres, elle manquait de capacité de décision. Donc, on n'a pas dit casser l'armée, on a dit elle ne s'occupe plus des cadres, c'est terminé. Donc, d'un coup, il n'avait plus l'arme qui était la police politique. En fait, c'est elle qui s'occupait de ça. L'arme pour s'occuper de nomination des cadres. Et on nommait les cadres, ils ne savaient pas qui. C'était quand même, voilà. Les journalistes, ils ne savaient plus qui c'était, les cadres, ils ne savaient plus ce qui c'était. Chaque nomination de cadre, à partir d'un certain niveau, devait être administrativement accompagnée d'une fiche bleue, une sorte de fiche dans laquelle la sécurité militaire donnait son approbation. J'en ai vu quelques-unes, c'est du plus haut comique, hein. On racontait le passé, les travers, les mauvaises habitudes des uns et des autres. C'était une façon de les tenir également, parce qu'il faut bien savoir que c'était une menace et une façon de contrôler ces cadres-là. Voilà. Et donc la disparition de cet accord préalable de la sécurité militaire à travers la fiche bleue et la disparition des ASP dans les entreprises et dans les administrations va créer un climat de liberté. D'une part, et d'autre part, ce n'est pas indissociable du tout des mécanismes de corruption qui s'étaient renforcés tout au long des années 80, puisque d'une certaine façon, le libre cours de la corruption avec des généraux, le général sucre, le général médicaments, le général céréales, le général... On sent bien que c'était des outils à la fois pour que certains puissent s'enrichir et en même temps pour contrôler toute cette population qui constituait le régime. Et donc vous avez attaqué, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que vous avez attaqué sur plusieurs plans simultanément dans un environnement quand même extrêmement difficile parce que le dispositif qui était en place était d'un État, on peut dire, non seulement corrompu mais autoritaire, totalitaire et qui contrôlait tout le monde, était puissant. On n'imaginait pas. On le savait, oui. Parce que c'était un objectif premier, mais on n'imaginait pas la force de la bureaucratie dans l'administration, la force en tant que classe politique. Bureaucratie contrôlée par la police politique. Voilà. On n'imaginait pas qu'on touchait à une classe politique très puissante, parce que les DG, du jour au lendemain, se trouvaient contrôlés uniquement par les experts comptables. Il n'y a plus que personne qui les nomme ou qui les couvre. Et contrôlé par le Trésor public. Pour toutes les sociétés publiques, c'était l'essentiel. Et donc les DG se trouvaient en situation où ils allaient prendre eux-mêmes le risque. Ils allaient eux-mêmes prendre un risque énorme à donner un mauvais marché à quelqu'un. D'accord. Et on a eu quand même, il faut reconnaître, je crois, je ne me souviens plus, mais 70% de cadres qui ont refusé leur poste. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils avaient plus de couverture. Parce qu'ils n'ayant plus la couverture de la sécurité militaire, ils ne savaient plus ce qu'ils pouvaient faire et pas faire. Absolument. Et à qui donner les marchés. Alors. Parce que le rôle de ces ASP, le rôle de cette organisation faisait que c'était un moyen de contrôler l'orientation des flux. C'est la sécurité militaire qui, à travers ces hommes liges dans les appareils, demandait aux cadres ou ordonner aux cadres de travailler dans telle direction, de favoriser telle entreprise, tel partenaire étranger, etc. Du jour au lendemain, ça disparaît. Et là, c'est le directeur général d'une entreprise qui doit en toute souveraineté décider quel sera son partenaire. C'est une responsabilité écrasante, il faut être courageux. Quand on ne sait pas qui est celui qui est... Quelle est la force de ceux qui vont le nommer. Voilà. D'accord, donc ça c'était... des réformes absolument fondamentales sur l'environnement, on peut dire à la fois de l'économie et de la société, mais quid justement pour maintenant venir au plan économique parce que le fonctionnement économique du système, on reviendra encore une fois sur la corruption tout à l'heure, mais sur le plan de l'économie, ça ne fonctionnait pas bien non plus, puisqu'on était quand même toujours très dépendant du pétrole et des hydrocarbures, il n'y avait pas vraiment d'industrie nationale, donc quelles mesures vous avez prises à ce moment-là pour faire face à ces défis économique. Alors on avait un seul atout. Donc, on a compris que cette masse existait, que cette force qui était contre existait, et on avait un seul atout, la capacité des cadres. Et ça c'est vrai qu'en 89, si on faisait la liste, il y avait des cadres. D'accord, compétents. Il y avait des cadres compétents, d'ailleurs à tous les niveaux, des gens qui ont été à l'école, tout simplement. Et donc on a fait deux choses. Un, réunir les cadres en association,
Leur dire voilà les thèmes dont vous occupez, mais vous occupez librement. C'est vous qui faites des rapports. Et deuxièmement, créer, et ça a été terrible, ce qu'on appelait les fonds de participation. C'est-à-dire, cet argent appartient au Trésor, le directeur du Trésor crée des fonds de participation, donc une société transparente, financière, et on demandait des comptes aux gens. Qui servait à financer les entreprises. Voilà. Oui, c'était public, toujours. Public. Les parts des entreprises publiques passaient par ce fonds. D'accord. Et donc ce fonds, c'est à partir de là qu'il disait aux entreprises quelles sont les mesures qu'elles doivent prendre. Elles discutent, elles emmènent des projets et les fonds discutaient au niveau pour les entreprises. Enfin, il y avait deux grands sujets sur lesquels ils pouvaient faire quelque chose, mais je crois que tu connais beaucoup mieux que moi le sujet. Le premier, c'est de discuter avec l'étranger, de dire voilà de quoi on manque et on n'a pas d'argent. Est-ce que vous voulez vous associer avec nous? Je crois que c'était une des premières choses. Je ne sais pas très bien que les cadres ont fait. Venir, oui. Et la deuxième chose, c'est le commerce extérieur. C'est ça. Il y avait l'observatoire du commerce extérieur qui dit c'est pas comme ça qu'on vend du sucre. Voilà. D'accord. Alors maintenant, justement, parce que une autre contrainte très forte, c'était la contrainte justement internationale, la contrainte de la dette qui s'alourdissait de plus en plus, alors même que les recettes venant des hydrocarbures baissaient. Donc là, vous vous êtes retrouvé confronté, comme beaucoup de pays d'ailleurs du Sud à l'époque, à la possibilité de dire on va réaménager la dette, comme le souhaite le Fonds monétaire international, avec des plans d'ajustement structurel, qui étaient en fait des mises sous tutelle des économies nationales des pays du Sud. Donc l'Algérie était dans cette situation-là et était menacée par cette mise sous tutelle. Alors comment est-ce que vous avez refusé ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez fait qui vous a permis de le refuser? On l'a refusé pour des raisons qui tiennent du bon sens et de l'observation de ce qui s'était passé ailleurs. On a vu ce qui s'était passé en termes d'ajustement structurel sous l'égide du FMI au Mexique, au Brésil, et je ne parle même pas des pays d'Afrique. Donc, on voyait bien qu'il y avait directement une perte de souveraineté. Nous ne sommes plus maîtres de nos orientations. Et il y a surtout des stratégies qui visent à assurer avant tout la remboursabilité de la dette. C'est ça. Donc à favoriser les créanciers. Et pour assurer la remboursabilité de la dette, il fallait couper prioritairement dans tous les budgets sociaux. Donc le FMI et la Banque mondiale, qui sont une sorte d'appendice commercialo-économique, nous demandent de couper dans les dépenses sociales. Donc, de voir comment on peut gérer une économie et la développer avec des gens qui sont malades et qui ne vont plus à l'école. Donc, il s'agissait de couper dans les budgets de santé, dans les budgets d'éducation, et en abdiquant le droit de regard sur nos orientations. Vous avez un excellent cas aujourd'hui d'ajustement structurel en Europe, c'est celui de la Grèce. Tu vois bien qu'en Grèce, le gouvernement d'extrême gauche de Tsipras n'a absolument pas son mot à dire sur les orientations qui lui sont dictées par le FMI et la troïka des créanciers. Et bien c'est ça que nous avons voulu éviter. Comment faire pour éviter cela? C'était la stratégie que nous avons essayé de développer. Il fallait trouver un discours économique qui soit cohérent et convaincant pour tous les partenaires étrangers. Il fallait donc présenter nos réformes juridiques. Voilà, sous l'angle, en assurant la visibilité la plus longue et la plus précise possible. Et pour ça, donc, il fallait un cadre institutionnel et juridique qui soit conforme un peu à ce qui se fait universellement et qui rassure les gens qui voudraient investir ou qui voudraient commercer avec nous. Donc il fallait préparer cette démarche-là. C'est une démarche complexe. Il fallait montrer aussi notre sérieux, notre capacité à tenir nos engagements. Et donc ça a été, si tu veux, la partie un peu, le soubassement intellectuel de la démarche. Maintenant, le principe de réalité a emporté sur le reste. Nous étions face à une dette que nous devions principalement à des banques commerciales, à des États partenaires et à des sociétés financières. Il fallait donc, à l'appui de ce programme de réforme et de ce programme de structuration juridique renouvelée de notre économie, préparer
quelque chose qui soit conforme aux attentes de ces partenaires différenciés. C'est ce que nous avons fait. Nous avons donc choisi une approche un peu trinitaire. On a approché le marché des banques, on a approché le marché des États, pour aller vite, et on a approché le marché des sociétés financières, essentiellement japonaises. Donc, pour les banques, on a vendu l'idée que nous ne voulions pas d'un rééchelonnement ni d'une restructuration de la dette, donc qui passait par toutes les mécaniques habituelles et cet affreux mot que tout le monde utilise, les conditionnalités du FMI. On voulait autre chose. Donc on a préparé un programme, on a préparé une démarche avec des banquiers, et ça a fini par donner le fameux accord de 1,5 milliard de dollars de l'été 91 avec le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais avait été choisi par les créanciers américains et japonais, les banques japonaises et banques américaines, parce que pour les partenaires internationaux, l'Algérie reste sous domination française. Évidemment. Voilà, donc le Crédit Lyonnais n'a joué qu'un rôle très subsidiaire dans le montage, mais on a signé l'accord à Paris, on a donné le bénéfice de cette réalisation au Crédit Lyonnais pour satisfaire un peu les inquiétudes de partenaires qui savent que la France reste la tutelle politico-économique de l'Algérie. D'ailleurs, à cet égard, tu comprends bien qu'à chaque fois qu'il y a une délégation du FMI qui vient en Algérie, elle est toujours systématiquement présidée par un Français. Donc le signal a été parfaitement lu et compris par le partenaire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les États. Alors, nous avons approché un peu nos principaux créanciers publics, ceux qu'on appelait à l'époque le Club de Paris, et il s'agissait essentiellement de la France et de l'Italie. Alors, quelle a été l'attitude de la France ? L'attitude de la France a été éminemment négative. Ça a été un refus catégorique. Je me souviens, j'avais de bonnes relations avec Feu Audibert, qui était l'ambassadeur de France à Alger, qui parfois passait me voir à la banque et qui m'expliquait que la France ne pouvait rien faire tant que nous ne remplissions pas un certain nombre de conditions politico-culturelles de reconnaître un peu le caractère, la modernité laïque de la République et de faire en sorte de nous débarrasser de nos vieilles lunes identitaires, etc. Ouais, de liberté pour le fils, en fait. Voilà. Ce qui était sous-jacent, c'était le refus. Liberté des gens. Voilà. Donc c'était le refus de l'acceptation du fils. Alors ce qui était quand même paradoxal, parce que je rappelais à Audibert que celui qui avait reconnu le fils était précisément celui avec qui il travaillait de la manière la plus étroite possible. Mais bon. Donc le Trésor français a opposé un refus catégorique. Je me souviens des 2 personnes qui étaient en charge du dossier, je ne dirai pas leur nom, mais un refus catégorique de coopérer avec nous. Ce qu'ils avaient fait dans des conditions extrêmement pénibles, c'était d'accorder un crédit sur le marché financier international de quelques centaines de millions de dollars, sans aucune signification. Avec un taux élevé. Non, mais c'était qui n'avait pas de signification. Donc, nous avons travaillé avec les Italiens. Alors, les Italiens, nous leur devions pas mal d'argent, mais nous avions un levier qui était le gazoduc qui relie les 2 pays. Nous sommes un des fournisseurs principaux, nous étions un des principaux fournisseurs de gaz de l'Italie. Donc on a construit avec le gouvernement italien, qui était un gouvernement mixte de coalition entre la démocratie chrétienne d'Andreotti et le Parti socialiste, vous me corrigez parce que j'ai mauvaise mémoire. Si, très très bien. Voilà. Et Bettino Craxi et Gianni De Michelis. Donc avec eux, nous avons essayé de construire une forme de déport d'échéance qui était construit de sorte à nous laisser passer ce cap de service de la dette le plus aigu, le plus compliqué pour nous, pour commencer à rembourser sur une période plus longue ce que nous leur devions. Ceci a finalement abouti en juin 91 et nous avons signé au moment de partir. Au moment de partir, oui, nous avons signé. Et avec le FMI aussi. Nous avons signé un crédit de 7 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, oui. Donc 8 milliards de dollars avec l'Italie.
C'est moi-même qui l'ai signé. Et comme il n'y avait plus de gouvernement en Algérie, j'avais demandé à feu Abdelkader Chanderli de venir, il parlait parfaitement l'italien, de venir assurer le discours au nom de l'État algérien dont il était un des fondateurs. C'était la fin. Il l'a fait, donc à ses propres frais. Et le troisième volet, c'était les crédits que nous avions avec les sociétés financières japonaises. Alors ça, c'était une négociation particulièrement complexe, parce que les Japonais n'avaient jamais eu de leur vie. Ce sont des gens extrêmement organisés et cohérents, mais qui détestent l'innovation en matière de traitement financier. Ils sont très, très innovants en matière technologique, mais en matière financière, ils aiment bien suivre un bréviaire très, très arrêté, très cohérent. Et donc, avec eux, nous avons également signé quelque chose comme $1,5 milliard de dollars. Peut-être pour maintenant venir à la période... donc ça a duré tout au long du mandat de Mme Rouge et votre présence au gouvernement. Mais disons à partir de 90, 91, à partir de 90, on peut dire, les choses commencent à devenir quand même assez tendues. Et notamment du fait que vous avancez dans la lutte anticorruption. Et là, si je peux me permettre une remarque, c'est que les réserves françaises, pour utiliser un euphémisme, vis-à-vis de l'Algérie des réformateurs, peuvent s'expliquer peut-être par ce que tu disais sur l'obsession laïcarde et que les Français découvraient tout d'un coup que l'Algérie était un pays musulman. Bon, c'est quand même gênant. assez stupéfiant. Mais ça s'expliquait aussi par le fait que je pense que les principales sources de corruption des notables algériens, des classiques algériens, venaient de France. Oui. Et donc là, il y a notamment cette affaire du sucre qui a déclenché une campagne de presse contre vous d'une extrême violence. Si tu peux le rappeler. Ouais, c'est illustratif. Le sucre, ce n'était pas très important, mais c'est illustratif. Oui, mais Alors, on avait donc mis en place un observatoire qui disait aux gens comment il fallait faire. Bien sûr, le sucre est un produit important qui rentrait tous les jours et qui coûtait cher. Les importateurs étaient français. Donc on a les exportateurs, les fournisseurs. Voilà. Moi, je n'étais pas concerné. Les gens qui s'occupaient de l'observatoire ont dit le sucre coûte trop cher. D'abord, on peut l'acheter en bourse et emprunter pour l'acheter. On n'avait pas d'argent. Donc, premièrement, au lieu de nous signer un contrat, on peut aller l'acheter en bourse. Donc, pas de contrat, pas de commission. Il faut bien voir les choses. Et deuxièmement, les prix de transport sont trop élevés. Donc, on casse le monopole des transports. Il y avait un monopole unique de transport, France-Algérie, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, pour une affaire comme ça, le monopole des transports sautait, puisqu'on montrait bien que le transporteur pouvait vendre à 2 fois moins cher, et à la bourse, on pouvait acheter du sucre moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, je ne me souviens pas très bien, que les gens qui ont fait l'opération du sucre ont gagné de l'argent. L'opération du sucre, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont acheté du sucre en Algérie, ont gagné de l'argent. L'organisme qui importait le sucre. Oui, d'accord. En suivant les nouvelles directives qu'on lui donnait, nous, de l'Observatoire du commerce extérieur. A gagné de l'argent. S'est retrouvé pour une fois bénéficiaire. Ah, d'accord, ouais. Pour une fois, oui. Ce qui était et il a fait rentrer l'argent dans la banque. D'accord. Et là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils se sont dit, tiens, il faut rentrer de l'argent. Donc ils gagnent de l'argent, ces gens-là. Il y a eu une affaire de procès qui a duré 15 ans. Oui, puis il y a eu aussi... qui a fini, bien sûr, par libérer les gens et par reconnaître que c'était un tort. Parce que les conseillers avec qui vous travailliez avaient aussi mis la main sur les contrats d'importation qui révélaient les surfacturations, qui révélaient de fait tout à fait les sources de corruption. Tous les produits alimentaires qu'on achetait qui étaient gérés un peu par les bourses de denrées, tous faisaient l'objet, ce sont des produits de spéculation naturellement, ce sont des produits boursiers. Oui, les céréales. Les céréales, le sucre, tous ces produits, les épices, etc. Tout ce qui est consommable. Les pièces détachées. Les médicaments. Les médicaments. Mais non, les médicaments, c'est pas la bourse. Ah, d'accord. Le blé, les produits alimentaires, oui, ce sont des denrées, des produits qui font l'objet de... Voilà. Et donc, qui font l'objet de spéculation internationale. Et c'était parfaitement adapté à toutes les manœuvres dolosives, c'est-à-dire délictueuses, frauduleuses, qui consistaient à surévaluer les prix, à diminuer la qualité.
L'Algérie, pendant des années, a acheté, par exemple, pour sortir du domaine du sucre, a acheté pendant des années du blé de mauvaise qualité, alors que légalement, par la loi, l'Algérie, les importateurs algériens, l'importateur public algérien ne devait importer que du blé de première qualité, de la farine de première qualité, etc. Bref, donc les surcoûts étaient dans la facturation, dans la qualité des produits, dans tout ce qu'on voudra. Et donc, dans le transport, dans l'assurance. Mais quand on dit surcoût, c'était des surcoûts qui finissaient dans la poche de certains. Oui, effectivement. Oui, oui, non, mais voilà, évidemment. Mais donc ces surcoûts, ce sont des éléments délictueux. D'une part, ça enrichissait les fournisseurs, oui, et d'autre part, ça leur permettait de reverser des commissions aux importateurs algériens. Pour finir avec l'affaire du sucre, donc l'importateur du sucre, à l'époque, s'appelait Georges Lyon, ou je ne sais pas quoi. Le fournisseur. Le fournisseur est venu nous dire, mais enfin, vous me ruinez. Moi, j'ai déjà payé. C'est pas le seul, d'ailleurs. J'ai déjà payé les commissions. Les commissions. J'ai déjà payé, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit, tu n'as qu'à dénoncer ce que tu as payé, on n'y peut rien, nous, on ne connaît pas les gens que tu as payés. Et il a fait une erreur, qui a été d'envoyer un mail, un téléx, en disant, j'ai vu le président de la République qui vous dit de payer. Oui. Il a vu le président de la République algérienne qui nous dit de payer. Voilà. Enfin, il était affolé pour son argent. Bon, qu'est-ce que je fais à l'époque? J'ai sorti le téléx dans la presse. Bon, c'est-à-dire, voilà. Si c'est le président algérien... C'était la révélation de l'existence même des commissions secrètes, qui étaient secrètes. Qui allait jusqu'au président de la République, à lui de répondre, en fait. D'accord. C'était une provocation énorme, mais c'était, voilà. Et ça, c'est un exemple, hein. Il y en a eu tellement... Alors justement, je pense que dans cette période-là, c'est-à-dire que l'obstination avec laquelle vous poursuivez la lutte anticorruption vous vaut des ennemis de plus en plus déterminés, et par ailleurs, alors, il y a un autre phénomène qui lui est purement politique, enfin d'abord politique, qui est celui du Front islamique du salut, qui avait gagné les élections locales du printemps 90, et qui quand même était extrêmement présent, et dont on ne peut pas dire qu'il était votre soutien acharné, n'est-ce pas? Pas du tout. Il était plutôt contre vous. Juste pour rester dans la corruption, une chose qu'on n'a pas dit quand même, c'est que, en gros, lorsqu'on a dit on n'a pas d'argent, on veut renégocier, ce qu'ont pensé les Américains et ce qu'ont pensé les Français, c'est qu'il y avait du gaz que nous vendions en Italie, et que le gaz était important qu'il leur appartienne. Tu peux voir, il y a un problème de souveraineté énorme. Et les Américains ont dit aux Français, c'est vous qui les connaissez, vous allez les bloquer jusqu'à ce qu'ils nous vendent le gaz. Le gros de l'affaire était là, d'ailleurs. D'accord. Donc beaucoup de pression internationale, beaucoup d'ennemis à l'intérieur même du régime, et puis cette difficulté, cette force politique qui finalement vous entrave. Donc qu'est-ce que tu peux dire du rôle du fils sur le moment, nous, on avait absolument besoin de soutien populaire, puisqu'on avait des problèmes énormes sur le plan de la souveraineté extérieure, et on avait besoin de respirer un petit peu. Le fils donnait le soutien populaire. C'était le parti qui mobilisait le plus. On n'a pas été gentil avec lui, mais on ne lui a fait aucun mal. D'ailleurs, on a permis des élections libres qui lui ont permis de gagner les mairies. Parce que pour nous, c'était important d'abord de gagner les mairies. C'est la règle avec les préfets. Bon. Mais ceci n'a pas suffi. Je crois qu'il s'est passé deux choses au fils. Une qui est liée à la corruption. Il se trouve que le fils vivait de la corruption. Ah oui. Les gens le payaient. Les corrompus le payaient. Une des plus importantes, c'est l'or. Ça, c'est la corruption du bas, on peut dire. Du bas, mais assez grosse quand même. Oui. L'or, par exemple, quand on a sorti la loi sur la monnaie et le crédit, et qu'on a changé les manières d'acheter de l'or des gens, le fils s'est trouvé ruiné. Mais, ça, c'était quand? En 90. D'accord. En 90, voilà. Donc il y avait de ça. On ne peut pas dire que c'était très important, mais il y avait de ça. Il y avait aussi les municipalités. Le fils s'attendait, ayant gagné les municipalités, à gagner de l'argent dans les marchés publics auprès des municipalités. Or, dans la nouvelle organisation, il ne gagnait pas de sous. Il n'y avait pas de marché public qui lui rapportait de l'argent. Et la troisième, la plus importante, qui était interne et qu'il ne disait pas, c'est qu'il voulait reconduire un parti unique comme le FLN qu'il appellerait le fils.
il ne voulait pas de changement. Il voulait remplacer seulement le parti, remplacer le parti unique. Il ne voulait pas qu'on vienne inspirer aux gens la société civile, les choses comme ça. Du coup, il va y avoir un raidissement. Et là, il y a un raidissement politique central. Voilà. C'est-à-dire, on mettait en cause, pas le fils, mais on mettait en cause la direction du fils. Voilà. C'est ça. Et donc, on aura eu le même problème, d'ailleurs, que pour la dette. La dette, nous, on a eu tellement mal d'être si maltraités qu'on voulait absolument gagner. On a fini par gagner 2 jours avant, c'était pas facile. Oui. Et on a eu mal aussi pour les élections. Voilà, parce que la question, c'est que justement, il y a quand même une crise politique grave au printemps 91, en mai 91, avec toutes ces grèves qu'organise le fils à Alger même, n'est-ce pas? La grève insurrectionnelle. Qualifiée d'insurrectionnelle. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Quel jeu joue le fils et qu'est-ce qui va faire quel rapport entre cet événement et la chute du gouvernement Amrouche? Le fils a eu très peur. Il a eu très peur, d'abord parce qu'en changeant le système, c'était les cadres du fils qui remontait. Parce qu'on disait la prochaine élection sera une élection aux listes. Oui, le cadre du fils qui remontait où? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire les cadres qui n'étaient pas... Dans le parti. Dans le parti. Ah, d'accord. Il y a une hiérarchie qui tient le parti. Ceux qui ont pris peur, c'est les dirigeants. Les dirigeants supérieurs ont pris peur des cadres intermédiaires. D'accord. Parce qu'ils disaient ils vont nous enlever la place. Et ils vont nous chasser. Ils vont nous enlever la place parce que c'est des réformateurs. Dans le changement de l'administration, les cadres du fils se sont retrouvés dans les nouvelles administrations et donc ils étaient pour soutenir ces administrations. Ah, d'accord. Oui, c'est intéressant. Et deuxièmement, le système électoral de liste faisait qu'ils pouvaient passer sous d'autres noms. D'accord. Et là, ça a fait très mal. C'était une haine pratiquement ouverte de 5 ou 6 personnes de l'encadrement. Dont Abbassi Madani. Surtout, qui était le leader numéro 1. D'autres le suivaient, est-ce qu'ils étaient conscients ou pas, je n'en sais rien. Certains vont se retrouver dans le gouvernement qui va succéder à celui des réformes. Donc c'est pas... Et alors là, le fils cherche des alliés. D'accord. Les dirigeants du fils. Voilà, les dirigeants du fils. Il dit, ce gouvernement, je ne discute plus avec lui. D'accord. Il est dangereux. Il faut que je discute avec d'autres. Il cherche d'autres alliés. Et tout de suite, je m'en souviens, parce que j'ai assisté, c'est l'armée. Il faut qu'on devienne... L'armée ou la sécurité militaire? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut que nous deviennent les amis de l'armée. D'accord. L'armée, elle est formidable, elle va nous débarrasser de ce gouvernement et elle va s'allier avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je ne sais pas. Mais tout de suite, ils ont pris cette direction. Et c'était la direction qu'ils n'ont plus lâchée jusqu'au moment où ils ont fait la grève générale. D'accord. Là aussi, c'était le troisième truc. Il fallait que la grève échoue. Elle a échoué 1 heure avant qu'on quitte le gouvernement. Mais alors, en fait, justement, le gouvernement, donc le Mouloud Amrouche, il démissionne, n'est-ce pas? Et donc, c'est quand même là, il y avait une conjonction de forces. Oui, c'est-à-dire militaire, le cœur du pouvoir, ceux que vous mettiez, que vous attaquiez gravement quand même avec la lutte anticorruption et la lutte pour la démocratie, et puis ces islamistes antidémocratiques également. Les militaires, c'est ça, et qui vont pousser dehors. On l'a vu dans le procès qui attaquait depuis la fin 90, qui depuis la fin de 90 disait le départ des réformateurs, il nous le faut, parce qu'ils ont fait leur rapport là-dessus. Ensuite, le fils, la direction du fils, qui, en nous s'attaquant à nous, allait vraiment vers l'aventure, s'il faut dire ça aussi, sur le plan national. C'était effrayant pour nous, ce qu'il préparait. Le problème de la dette, mais qui était un peu secondaire, parce qu'on finit par se casser la chose. Et il est arrivé un moment où, je crois, moi je n'ai pas d'assurance, la question a été posée au président, c'est toi ou rien, c'est-à-dire de nouveau le coup d'État contre le président en fait. Et nous on l'a reçu comme ça, le président nous avait dit, c'est significatif, c'est important, il nous a dit, je vous défends pour que vous restiez, c'est pour ça que je dis je vous restez, si vous m'enlevez le ministre de l'Intérieur. Mohamed Salah Mohamed. En enlevant le ministre de l'Intérieur, on a enlevé celui qui était responsable du préfet, celui qui était responsable de la police. Donc, on leur donnait ça et on pouvait rester au gouvernement. Ah, d'accord. Voilà. Et donc ça montre où se trouve le vrai pouvoir. Le cœur du pouvoir, c'est le pouvoir de contrôle
Et si vous empêchez... Voilà. Moi, ils avaient échoué. Ils venaient d'apprendre que j'ai réussi ma négociation. Donc, ils ne pouvaient plus m'attaquer. Il ne restait que le ministre de l'Intérieur. D'accord. Voilà. Et ça s'est réglé comme ça, d'ailleurs. Et là, quelle est l'action de la police politique dans cette C'était le patron de la police politique période-là qui était dans la négociation. C'est le patron de la police politique qui était dans la négociation. Avec le président. Vous parlez de Mohamed Bitchin. Non. C'était pas non, la négociation pour qu'on quitte, c'est Taufeq, l'actuel, Taufeq. qui était dans la négociation. Parce que Taufeq a succédé à Bitchin au moment où nous en septembre 90. En septembre 90. C'était le patron du DRS. Voilà, donc il faut bien Alors, noter. dans la négociation, au moment de partir, ceux qui ont discuté, c'est Nazar, le chef de la police politique, et le président. C'est ça. Et de l'autre côté, Chedli Benjdid et Amroche et moi, et le pauvre ministre de l'Intérieur qui disait mais je pars, il ne faut pas que ça vous dérange. Mais en fait, oui, donc voilà. En fait, on voit bien que l'alliance de ceux qui vous ont poussé dehors, le cœur du pouvoir, c'était bien Netzar, ministre de la Défense, et le chef Toufik, chef de la police politique, et puis le président finalement qui était leur instrument dans cette affaire-là. Bon, on a compris à ce moment-là. Il y avait aussi l'Arbi Belkher qui jouait. Et l'Arbi Belkher, conseiller du qui était président. chef de cabinet du président. Oui, qui a suivi, qui les a suivis. Et qui a joué un rôle dans l'ombre, un rôle... Pas dans l'ombre. Enfin, il est mort, mais il est venu me dire lui-même, je n'y peux rien. Alors c'est donc, Bon. il faut qu'on avance, Oui. parce que donc c'est d'ailleurs ces trois hommes-là qui finalement vont superviser la séquence suivante, c'est-à-dire l'arrivée du nouveau Premier ministre Sidar Petrozali juste après vous, et puis la préparation des élections législatives qui étaient prévues pour le mois de décembre. Avec, on ne va pas rentrer dans les détails de cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, etc. On n'est pas... Enfin bon, bref. Bref, le fils gagne le premier tour, et dès le 11 janvier, coup d'État, le président est renversé, et c'est le début d'une période d'ultra-répression contre la population. D'abord les islamistes et l'ensemble de la population civile ensuite, qui vont être ces années de sale guerre, qui vont faire des dizaines de milliers de morts, peut-être 200 000, on ne le sait pas, mais bon, sur lequel on est malheureusement bien renseigné. Vous êtes contraint à l'exil, parce que comme beaucoup d'opposants, là, ces ennemis qui vous avaient poussé dehors en quelque sorte, au cœur du pouvoir, vous étiez des témoins absolument gênants dont il fallait se débarrasser, et vous étiez menacé de mort directement. Oui, ça c'est... Voilà. Et donc, après se déroulent toutes les séquences que Algeria Watch documente depuis maintenant de 20 ans, plus de 20 ans. Malheureusement, ces séquences horribles sur lesquelles il faut continuer à travailler au demeurant. Mais alors maintenant, j'aimerais que on revienne un peu aux conséquences de de ce que vous avez fait, de ce qui a été défait après votre gouvernement, et quelles sont les conséquences pour aujourd'hui. En quoi finalement cette période-là, ces séquences d'événements qu'on vient d'évoquer, qui est très courte finalement, qui a à peine 2 ans, où beaucoup de choses sont faites, et vont être ensuite défaites derrière le rideau de la sale guerre, et comment maintenant, presque 30 ans après, c'est encore toujours présent. Ce qui, à mon avis, un des éléments clés, décisifs, dont on ne parle pas souvent, qui est comment on a déconstruit ce qui a été entrepris ou lancé par les réformateurs, et plus gravement, comment on a déconstruit l'idée même de l'État algérien, c'est en s'attaquant au cadre. Il y a eu une politique dès le lendemain du coup d'État du 11 janvier 92, une stratégie extrêmement claire visant à chasser les cadres, quitte à les tuer. Ces cadres que précisément vous aviez aidé à retrouver une autonomie qu'ils n'avaient pas auparavant. Absolument. Et certains de ces cadres se sont habitués à cette autonomie. Certains de ces cadres ont pris goût à la responsabilité effective. Certains de ces cadres se sont reconnus, parfois avec du retard, parfois avec des réticences, mais ils se sont reconnus dans la libération que leur avait procuré cette espèce de remise en cause de l'ordre administratif qui prévalait avant les réformes. Et donc, on va s'attaquer au cadre. Et ce qui va se passer, c'est que l'insécurité organisée par la sécurité militaire à partir du coup d'État va précipiter des tas de gens vers l'exil. Le gouvernement lui-même va s'attacher, je pense au premier gouvernement Yahya, si j'ai bonne mémoire, après 95,
va se livrer à une chasse aux sorcières et à l'arrestation de plusieurs milliers de cadres. Ah oui, accusés de tout ce qu'on veut, de malversation, de mauvaise gestion, etc. Je pense qu'il y a près de 5000 personnes, 5000 cadres, qui vont être embastillés. Je crois que c'est ça le chiffre, hein. Je le dis de mémoire, et je vous prie de m'excuser si je me trompe, mais il me semble bien que c'est cet ordre-là. Donc on va vider l'administration, les entreprises, l'État de sa substance. Et ce coup, à mon avis, est celui le plus dur porté par la contre-révolution à l'État algérien. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à la période des réformes, et c'est là où peut-être un parallèle devrait être établi, je parle là, Razi pourra le dire mieux que moi, mais il me semble, ayant commencé moi-même ma vie professionnelle sous Boumedienne et en travail, qu'il y avait dans les appareils d'État algériens, dans l'armée algérienne, dans les entreprises publiques, dans la société, il y avait nombre de cadres honnêtes et désintéressés. Et de qualité, compétents. Et de très grande qualité, qui étaient disposés à tous les engagements pour relever les défis du développement. Ça c'est vrai. Avec naïveté, avec innocence. Il y avait beaucoup de gens. Quand même oublier qu'en 1990, déjà, oui. La réforme fiscale a fait monter des gens, des pauvres employés, qui ont réussi à faire rentrer l'argent de l'année d'après une année à l'avance. Ils ont réussi à équilibrer, c'était l'année très difficile pour le FMI, parce qu'il s'attendait à un budget déficitaire, il a eu un budget excédentaire. Mais c'était strictement lié aux employés. Aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires. Qui faisaient leur travail. Voilà. Et au personnel, et j'ajouterais que ce personnel de la fiscalité, le rapport de la SM disait qu'on avait nommé 80% de militants du FIS là-dedans. Ça n'empêche pas que c'était des bons cadres. Bon, et voilà un petit peu. Mais alors aujourd'hui, maintenant, les conséquences de ça sur l'Algérie d'aujourd'hui et le gouvernement, le régime actuel. Les conséquences aujourd'hui. Ce qui les gêne le plus, c'est que dans notre discours, qui est un discours très faible, oublié, etc., qui pose à peine, c'est qu'on dit le système des partis uniques, c'est fini. Qu'il s'appelle FIS ou FNL, c'est terminé. Les Algériens doivent aller à autre chose, doivent penser, faire de la politique autrement. C'est-à-dire il y a eu saturation de ce type de parti, c'est terminé. Ceci est terrible pour le régime, parce que ça veut dire que ce qu'ils ont fait depuis 1962, je crois que c'est important, est mis en question. Là, on a changé par rapport à 89. Comment ça ? Là, on a changé. Cette remise en question, elle s'est opérée précisément en 89, quand il y a eu la nouvelle constitution. Oui, mais on n'a pas dit en 89. On a dit tous les partis peuvent venir. Oui, aujourd'hui, on dit tous les partis ont été à l'échec. Ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les gens qui disent il faut changer de système. Il n'y a plus de système hiérarchique de partis. On veut participer, en fait, en termes modernes. On veut participer directement comme citoyen au niveau politique. D'accord. Et ça, c'est terrible, parce que ça ne met pas en question seulement la manière de faire aujourd'hui, ça met en question la manière de faire depuis 1962. Parce que le système s'est installé... Non, mais bien sûr. Voilà, et ça c'est important comme sujet. Le système ne s'est pas installé ni en 89, ni en 92, ni en 2018. Il s'est installé au congrès de Tripoli. Oui. Et là, c'est la nouvelle grande haine. Une des raisons pour lesquelles il y a eu la haine, essentiellement depuis 1995 et l'élimination des cadres, ça a été quand on est venu avec ces idées-là. Et ça, c'est des idées nouvelles que les réformateurs n'avaient pas en 1989. Hein. Mais qui était en germe, en quelque sorte. C'était en germe, en fait. C'était vraiment en germe. Oui, c'était la libération de la société civile, voilà, qui était quand même... les femmes, les jeunes, c'était en germe. Mais ce n'était pas dit de façon pensée politiquement. Alors peut-être, parce qu'on arrive au terme de notre discussion, moi j'aurais quand même une question, parce que d'une certaine façon, ce que tu dis là, c'est que au niveau de la société algérienne d'aujourd'hui, il y a quand même un immense ras-le-bol, refus, non seulement du régime, mais aussi de la façade pseudo-démocratique qui s'est construite, de toutes ces lois liberticides qui sont le quotidien des citoyens algériens. Il y a cela. Mais
quel autre, comment dire, ça c'est positif, on peut dire que c'est un élément positif d'une certaine façon. Ils ont échoué, le régime a échoué à revenir à la version totalitaire antérieure. Ça n'adviendra plus jamais, et ça c'est une condition nécessaire en quelque sorte pour que le peuple algérien retrouve sa liberté. Néanmoins, elle n'est pas suffisante. Et on peut se poser la question, alors moi c'est la question que je vous pose peut-être pour conclure, c'est que vous avez évoqué la purge des cadres compétents, l'ampleur de l'exil, c'est des milliers de cadres algériens de haut niveau, des dizaines de milliers qui sont partis dans le reste du monde et qui ne sont plus là aujourd'hui et qui font défaut. Et on le voit dans l'éducation, on le voit dans la santé, on le voit dans l'industrie et dans l'économie. Et donc, comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui pour pallier cette grave lacune qui est quand même à l'origine des difficultés aussi de la construction d'alternatives politiques crédibles au régime. Puis on a une direction de travail qui est lente, hein. C'est de pousser tout ce qui est société civile à exister. D'accord. Que ce soit des syndicats, que ce soit n'importe quelles associations. En fait, premièrement, à dire que les réformateurs ne sont pas un parti. Bon. On est là, nous, peut-être pour donner des idées, tout simplement, parce que objectivement, on a une expérience et on a une pensée qu'on peut traduire en termes pour des débats. Bon, on peut donner cette expérience. Donc on peut dire, on peut participer à ça, mais notre idée, c'est que, et d'ailleurs c'est valable pour toute la région arabe, c'est que les gens s'organisent en association. Avec ce qu'ils peuvent aujourd'hui, avec Internet, avec... notre problème aujourd'hui, c'est de lancer ce mouvement des cadres, parce qu'ils sont très nombreux et ils sont à la maison. Il y en a qui sont à l'étranger, mais il y en a qui végètent à la maison, qui sont prêts à réfléchir. C'est de pousser les gens à se réunir, à se créer en assemblée. La dynamique, on ne la connaît pas. On sait qu'elle existe. On l'a vu un peu à Tunis, et là, c'est puis on s'est arrêté. On l'a vu au Caire beaucoup plus significativement, et elle a été arrêtée. Mais elle existe, cette dynamique. Bon. Pour nous, c'est ça ce qu'il faut faire. Politiquement, aujourd'hui, il faut créer cette dynamique de société, ce que j'appelle, moi, la société civile, de créer un État de la société civile, et non plus un État d'un parti. Voilà. D'accord. Et... Moi, je pense que je voudrais juste rendre hommage à Abdelhamid Bahri, qui, quand on lui avait posé exactement la même question, un journaliste lui avait posé la même question, mais avec cette hémorragie de cadre, cette hémorragie de savoir-faire, comment pouvez-vous envisager de redresser la situation ? Et je me souviens, si Abdelhamid avait répondu, vous savez, nous avons échoué partout, mais il y a un endroit où nous n'avons pas trop échoué, c'est que nous avons réussi à alphabétiser la population. Et aujourd'hui, dans le supérieur en Algérie, nous avons 1 500 000 étudiants. Alors vous me direz qu'ils ne sont pas tous très bons, les étudiants. Mais si nous n'en avons que 10% qui sont bons, ça fait 150 000 cadres. Nous n'avons jamais eu dans notre histoire autant de cadres. Donc il existe des gisements de compétences, un potentiel de création qui reste à mobiliser. Et comme le dit Razi, ce potentiel-là ne se mobilisera pas à travers des partis fantoches ou à des organisations administratives, il se mobilisera dans le cadre d'un état de liberté, d'un état civil, duquel sera débarrassée toute cette pression morbide de la corruption, de la sécurité militaire, de gens qui n'ont rien à voir dans l'exercice quotidien de l'État. D'où l'importance, on peut conclure là-dessus, oui, que ces jeunes cadres d'aujourd'hui se penchent sérieusement sur l'expérience qui a été la vôtre, ce que vous avez fait, et que moi, c'est le vœu que je forme en tant que soutien de l'Algérie libre, n'est-ce pas ? Le vœu que je forme, militant d'Algérie Watch. Et militant d'Algérie Watch, c'est que les jeunes puissent écouter votre expérience, vos analyses. Vous avez beaucoup écrit, beaucoup publié. Et que ça soit nouvelle. Et que l'enjeu, c'est que la jeunesse se saisisse de ça. Donc voilà, le travail, les discussions, l'échange que nous avons eu aujourd'hui est une petite contribution à cette entreprise. Et on leur dit avec beaucoup de conviction, et on l'a vu dans tout ce qu'on a appelé le printemps arabe, ce n'est pas des révoltes qui vont régler le problème. Absolument. C'est un travail quotidien. Il faut que politiquement, ils s'aperçoivent que c'est par leur travail quotidien. Les résultats viennent ou ne viennent pas. Mais ils peuvent. Ils viendront. La propagande, voilà.
Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. خلي بلدنا تعوم في النور ارمي الكلمة في بطن الضلمة تحبل سلمى وتولد نور يكشف عين